Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré au passeport digital des batteries et plus précisément à la présentation de la coalition que nous lançons sur cette thématique. Ce webinaire est organisé conjointement par Circulaire et Écosystème. Avant de démarrer, on va faire un point rapide sur les bonnes pratiques sur Teams. Nous vous invitons à mettre votre caméra, comme ça on peut se voir, c'est plus agréable, et également à couper votre micro si vous ne prenez pas la parole. Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay dès demain. Et n'hésitez pas également à poser toutes vos questions dans le chat. Nous aurons un moment de questions-réponses à l'issue du webinaire. Les personnes qui sont avec vous aujourd'hui, donc côté circulaire, vous avez Raphaël Mavigné, cofondateur, Sixtine Jourdroussel qui est directrice des coalitions et moi-même qui animerai ce webinaire. Côté écosystème, nous avons Xavier Lantoinette, directeur performance environnementale et Yann Gautron, directeur marché pro batterie et équipements électriques et électroniques chez Écosystème. Et parmi nos invités, nous avons Diana de Bernardi, qui est Sector Manager Sustainability and Circularity chez GS1 France. Merci à toutes et à tous d'être présents pour présenter notre projet autour de la coalition DPP. Je laisse maintenant la parole à Raphaël, qui va vous en dire un petit peu plus sur les échanges qui se tiendront aujourd'hui. Merci Sarah, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là pour parler de quelque chose qui va venir vraiment transformer l'industrie, la batterie, donc le DPP, qui est une émanation de la législation européenne sur l'éco-conception, qu'on appelle ESPR, Eco-Design for Sustainable Product Regulation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on a le plaisir de lancer cette coalition en partenariat avec Écosystème. Donc on va prendre une petite minute pour représenter très rapidement ce que fait Circulaire et ce que fait Écosystème pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Côté Circulaire, on est donc un cabinet de conseil spécialisé sur l'économie circulaire. On s'est créé il y a à peu près une dizaine d'années et aujourd'hui, on accompagne une grande partie des entreprises du CAC 40 et du SBF 120 sur leur stratégie économie circulaire et sur la mise en place de nouveaux modèles d'affaires liés à l'économie circulaire. On s'est aussi lancé et spécialisé dans la création de coalitions. Qu'est-ce que c'est qu'une coalition? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est rassembler des leaders de l'industrie pour définir les nouveaux standards sur l'économie circulaire, les nouveaux modèles d'affaires sur l'économie circulaire. Et on a un peu plus d'une douzaine de coalitions aujourd'hui qui traitent de différents sujets sur l'économie circulaire, allant de la mesure de circularité jusqu'aux stratégies de résilience par rapport aux pénuries de ressources. Et ce qu'on aime bien faire dans la création de coalitions, c'est toujours s'entourer des meilleurs acteurs. Donc typiquement, dans la création de la coalition Industrie circulaire, on est allé chercher le commissariat à l'énergie atomique qui ont un réseau de plusieurs centaines de chercheurs sur les stratégies de résilience liées aux pénuries de choc. Et sur cette coalition DPP, on a décidé de s'entourer d'Écosystème qui a une vraie connaissance du monde de la batterie et qui a une légitimité filière. Et finalement, ce qui est intéressant côté circulaire, c'est le réseau international de solutions dont on dispose. Et on sait que le DPP, il y a un moment, il va falloir choisir les acteurs avec lesquels passer. Et c'est une vraie force qu'on a chez Circulaire, c'est d'avoir un écosystème de porteuses et porteurs de solutions qui sont toujours à la pointe sur les solutions de circularité. Et on va s'en servir pour trouver les bonnes solutions pour mettre en place ce DPP. Et finalement, on décide aussi chez Circulaire d'affirmer certaines expertises. Le DPP, pour nous, va vraiment transformer l'industrie, d'abord dans le monde des batteries, puis dans le monde du produit électronique, des textiles, et ainsi de suite. Et donc, lié à ces expertises, on lance des formations. Et donc, pour celles et ceux que ça intéressera, on lancera une formation liée au DPP dès 2026. Et on peut revenir à la slide juste avant. Je vais passer la parole à Xavier pour présenter et dire un petit mot sur Écosystème également. Xavier, la parole est à toi. Bonjour à tous, donc je suis Xavier Lantoinette, je suis directeur de la performance environnementale chez Écosystème. Écosystème, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éco-organisme qui est en charge de la collecte, du réemploi, de la réparation et du recyclage des équipements électriques, électroniques et des batteries, de toutes les catégories des batteries au sens de la réglementation. Et voilà, donc on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant une grande initiative sur les équipements électriques et électroniques avec un DPP. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est adossé avec Circulaire pour lancer cette initiative DPP pour les batteries cette fois-ci. Et donc, voilà, on est content de lancer cette initiative.
Et je donc à Yann qui, lui, représente un autre pan de la technicité de cette coalition. Et donc, bonjour à tous. Effectivement, hein, la légitimité de participer à cette coalition, pour nous, c'est le démarrage de cette filière et les différentes échéances qui arrivent à terme pour pour les metteurs sur le marché et les producteurs, entre autres le passeport digital. Cette légitimité, excusez-moi, on donc souhaite accompagner les producteurs et leur proposer des solutions et définir les différentes règles qui devront être mises en place et qui devront respecter un certain nombre de points pour les acteurs et pour que ça fonctionne. Donc, on est sur cette filière nouvelle là, qui a démarré le 18 août de cette année, avec énormément d'échéances, énormément de travaux à mettre en place dans les mois et dans les années à venir. Et on peut peut-être passer la parole maintenant à Diana de GS1. Encore une fois, comme on le disait, dans le cadre des coalitions, on aime s'entourer chez Circulaire des meilleurs experts. Il y a un vrai sujet d'interopérabilité des données sur le DPP. GS1, Diana, vous le présentez, mais c'est un des experts sur le sujet. Ça fait très longtemps qu'il travaille sur comment on crée une interface qui permette de communiquer les données d'un produit vis-à-vis des producteurs, des consommateurs. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a aussi pensé à GS1 pour ce webinaire. Et Diana, je te laisse la parole pour présenter à la fois GS1, mais aussi donner un retour d'expérience et partager un petit peu les grandes actualités autour du DPP. Oui, merci beaucoup Raphaël, merci au Club Circulaire et à Écosystème. Je vais vous parler rapidement de ce qu'est l'organisation GS1. GS1 est une organisation internationale au but non lucratif. On est présent dans plus de 118 pays. On développe et maintient des utilisés pour identifier, capturer et partager des informations sur les produits. Nous sommes notamment à l'origine de ce très connu code barre. En France, GS1 France fédère plus de 58 000 entreprises de tout secteur, du commerce à l'industrie, pour leur permettre de parler le même langage. Notre mission, c'est de faciliter les échanges entre parties prenantes, renforcer la traçabilité et aujourd'hui accompagner cette transition vers des modèles beaucoup plus durables grâce aux données structurées et au passeport numérique des produits. Donc, vous avez compris, on est bien intéressé par le DPP et on est ravis de rejoindre cette coalition en tant qu'expert technique. Merci beaucoup, Diana, pour cette présentation. Pour ce qui est de l'agenda, donc on va commencer par l'explication de en quoi la création d'une coalition sur le DPP batterie est pertinente. Qu'est-ce qui nous a motivés à cette création et pourquoi est-ce que nous le faisons conjointement avec Écosystème. Et dans un deuxième temps, on va revenir du coup sur le déroulé de la coalition, comment est-ce qu'elle va fonctionner, quels seront les grands livrables attendus dans le cadre de cette coalition. Et on terminera ensuite avec un Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Il y aura un temps dédié en conclusion du webinaire. Et donc, je te redonne la parole, Diana. Alors, merci Sarah. Pour donner quelques éléments de contexte, donc en 2019, l'Europe a lancé son Pacte vert, connu par Green Deal européen. C'est un grand projet qui vise à transformer notre économie et relever ce défi de changement climatique. Donc, objectif ambitieux, mais on va y arriver, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici à 2050. Dans cette même dynamique, il y a les Circular Economic Plan et puis les Circular Economy Act qui est prévu pour 2026 et vise à créer un marché unique des matières premières et secondaires. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter l'offre et la demande des matériaux de seconde main, mais vraiment activer l'économie circulaire et des produits recyclés partout dans l'Union européenne. Pour doubler ce taux de circularité dans notre économie d'ici 2030. Donc, c'est passé de 12% à 24% de circularité, voire plus, dans le futur. Donc, le règlement sur l'éco-conception, comme l'a dit très brièvement Raphaël, c'est ESPR, Eco-Design for Sustainable Product Regulation, vient renforcer cette ambition avec un nouvel outil,
le fameux DPP, Digital Product Passport ou passeport numérique des produits. Son objectif, c'est de rendre le produit plus transparent, plus traçable, en donnant accès à différentes informations qui vont être détaillées quant à son origine, le composant, la circularité, donc la réparabilité du produit, la recyclabilité et aussi sa conformité technique. Le secteur des batteries sera le premier à se lancer. Donc, c'est rattaché à une autre réglementation qui a été publiée en août 2023 et elle va rentrer en vigueur en février 2027. Cela s'applique à des batteries de véhicules électriques, à des véhicules industriels de plus de 2 kWh. Et slide suivante. Alors, ici, on voit un calendrier intersectoriel qui nous dit un peu les jalons clés. Et ça nous explique plusieurs typologies de produits qui vont être concernés par le DPP. Donc, il y aura aussi le textile qui est en phase finale de l'étude préliminaire pour commencer l'acte délégué à la rédiger, de la même manière que des matériaux intermédiaires comme le fer et l'acier. Après, il va venir aussi l'aluminium. Donc, ce calendrier marque un peu les jalons qui sont attendus entre 2025 et 2028. Et on voit que pour les batteries, c'est autour de février 2027. Suivante. Alors, le DPP, on est tous convaincus, c'est pour ça qu'on lance des projets là-dessus. Et au-delà d'être une exigence réglementaire, qui plaît aussi dans d'autres régions de la planète, c'est un levier de multiples opportunités. En facilitant le partage d'informations sur les produits, mais aussi sur les opérateurs économiques et leurs pratiques, il va permettre l'aide à la décision pour les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur d'un produit, mais aussi pour les consommateurs finaux. In fine, il va permettre une meilleure gestion de la circularité des produits et des matériaux via notamment l'optimisation du réemploi, l'augmentation de la collecte, ces processus de valorisation et recyclage, même de sécurisation de cette matière première qui est celle des batteries, afin de réduire au maximum la production de déchets. Donc, CDPP va apporter énormément de bénéfices, donc, mais on sait bien qu'il y a déjà des bénéfices au moins sur 3 axes majeurs. Les bénéfices économiques, qui est activer une activité commerciale et autour de la seconde vie de ces batteries, mais augmenter des revenus, réduire des coûts, avoir une résilience dans les chaînes d'approvisionnement et des bénéfices environnementaux du fait qu'on prolonge la durée de vie des produits. Donc, on va réduire les émissions des gaz à effet de serre venant de l'extraction de la matière première, mais aussi la réduction des déchets. Et c'est vraiment une démarche beaucoup plus vertueuse. Et ces bénéfices sociaux qui est atténuation des risques sociaux, de la chaîne d'approvisionnement et des préoccupations en matière de santé et sécurité, bien évidemment, avec une augmentation des emplois aussi au niveau local. Voilà, je vous fais une petite introduction au sujet. Maintenant, je passe la parole à mes collègues. Cet agenda, ce qu'on a vu, on va avoir un certain nombre de relevés, enfin vous allez avoir un certain nombre de défis à relever pour déployer le DPP batterie à terme. Ces défis sont de plusieurs ordres. Ils concernent déjà la mise en conformité réglementaire avec la question comment comprendre et intégrer les nouvelles exigences légales et leurs évolutions. Il y a aussi des défis concernant l'interopérabilité des systèmes numériques. Comment va-t-on harmoniser les différents systèmes et des différents acteurs? Des défis de gouvernance de la donnée. Quelles sont les règles de gouvernance qu'il faudra mettre en place pour gérer ces données? Bien entendu, la collecte et la qualité des données, donc garantir la traçabilité, l'exhaustivité et la fiabilité de ces données, ce qui est un point essentiel.
Bien entendu, aussi tout ce qui concerne la protection des données sensibles, le respect de la propriété industrielle, intellectuelle. Donc là, il s'agit de trouver un équilibre entre les exigences de transparence réglementaire et puis la préservation des secrets intellectuels. Donc ça, c'est un défi, un enjeu majeur. Et puis, dernier défi qui se dresse sur ce dossier-là, c'est l'identification des coûts et des ressources nécessaires, des coûts humains, des coûts techniques et les coûts liés au développement, à l'intégration et à la gestion par la suite de ce passeport digital. Donc voilà un certain nombre de défis. C'est la raison pour laquelle vous, acteurs concernés par ce point, êtes essentiels aux décisions qui seront prises et au chemin qui sera pris pour mettre en place ce passeport digital. Alors, la force, là, le gain de ce DPP, en fait, c'est ce qu'on voit dans notre initiative sur les produits électriques et électroniques qu'on a lancée depuis un an. Sa force, en fait, bien sûr, il y a les informations qui sont dedans, qui apportent toute la chaîne de valeur un intérêt, mais euh, sa valeur va venir de que l'ensemble de la chaîne de valeur l'utilise et l'enrichisse. En fait, c'est ça qui va faire que ce DPP ne sera pas simplement un fardeau et plus, mais va permettre d'offrir de la donnée, des informations qui sont aujourd'hui inconnues ou pas visibles de la part des différentes parties prenantes. Donc c'est tout à fait normal qu'en fait que justement cette coalition a du sens parce que comme on le dit, c'est ensemble en fait qu'on va construire un système qui est cohérent et qui apporte une valeur ajoutée. Donc, la notion de coalition, c'est un collectif, et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on voit bien que ce DPP appelle un collectif. On a commencé à parler de gouvernance de la donnée, parce que ces données vont être visibles à certains, partagées à d'autres. Eh bien, il y a une notion de gouvernance, de commun de données qui apparaît, et c'est ça qui est très intéressant. Alors, quel est l'intérêt, en fait, de cette coalition pour vous, si vous souhaitez nous rejoindre? La première chose, c'est que la réglementation, ça ne vous a pas échappé, n'est pas encore complètement finalisée. Il y a 8 actes délégués qui sont en cours d'écriture avec différentes thématiques et ils devront arriver finalement aux alentours de 2027, ça devrait sortir. Donc il va falloir être conforme à cette réglementation. Alors on a déjà une bonne idée quand même de ce que ça va ce qu'il va y avoir dedans, mais on n'est pas à l'abri de surprises. Donc il faut rester conforme à cette réglementation, il faut partager notre expérience et puis dire, bah, voilà, comment est-ce qu'on la comprend, comment est-ce qu'on va la décliner. Et ça, tout ça, il y a une mutualisation des coûts et de l'interprétation de cette expertise qui est un premier point qui sera intéressant. L'autre chose, on l'a un petit peu abordé, évidemment, il n'y aura pas qu'une seule solution, il n'y aura pas un seul DPP Service Provider, qui est donc les entreprises qui vont mettre à disposition une architecture et des systèmes d'information de DPP, avec de la blockchain ou d'autres technos, on en parlera le moment venu. Eh bien, il va falloir que ces systèmes soient interopérables parce que notre problématique, elle n'est pas franco-française, elle est européenne à minima. Et sachez que la Chine s'intéresse de beaucoup à ce qui se fait en Europe sur le DPP et ils sont en train de créer un DPP équivalent côté chinois. Donc, il y a évidemment une interopérabilité qu'il va falloir mettre en place, réfléchir et voir comment tout ça, quelles sont les spécifications techniques qui vont devoir mises en place pour que ces systèmes puissent se parler entre eux. Bien sûr, au centre du DPP, il y a les données. Alors, la donnée, il y a plein de débats à Bruxelles, enfin un peu partout en Europe autour de ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Mais non, il faut pas qu'il y ait ça, on ne sait pas, etc. Évidemment, c'est ça l'intérêt de cette donnée, c'est comment on va y accéder, quelle information on va mettre, les données liées aux techniques, la fiche produit, en fait, bon, ça, on doit pouvoir y arriver, mais après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? L'aspect environnemental aussi fait peur, mais quelles données environnementales on va pouvoir mettre dedans? On parle d'ACV, on parle de choses, tout ça va devoir être concerté, discuté, et évidemment, il faut qu'il y ait une approche commune et avec de la valeur derrière pour tout ça. Quatrième point, la protection de la donnée. Alors évidemment, on met de la donnée à disposition, on l'ouvre ourbi et torbi, on peut dire. Comment est-ce qu'on va accéder à cette information? Qui peut y accéder? Qui peut la modifier?
quelle crédibilité on peut donner à cette information? Est-ce qu'on peut, quelqu'un peut la pirater? Enfin voilà, tout ça, il y a un ensemble de questions extrêmement importantes, évidemment, pour vous tous, qui allez devoir partager ou utiliser cette donnée. Comment est-ce qu'on la sécurise et on la rend fiable? C'est un point qu'on va discuter ensemble. Et puis, évidemment, les coûts nécessaires pour l'implémentation de cette chose-là. Et alors là, clairement, je peux vous le dire, le fait d'y aller ensemble, aligné sur une méthodologie et une façon de faire, va accélérer. Et donc, qui dit accélérer, on va gagner en vitesse et ça sera moins cher. Ça, je peux vous l'assurer. On le voit bien dans la partie EEE qu'on a lancée. Ceux qui nous rejoignent sur cette initiative, en quelques semaines, en quelques mois, sont capables de générer des PP. C'est pas le cas de tout seul. Enfin, si on y va tout seul, c'est pas la même histoire. Donc voilà, c'est là les 5 points importants de ce collectif qui sont très importants à bien comprendre et qui seront débattus dans cette coalition avec, voilà, un alignement par secteur, certainement, de ce DPP. Alors maintenant qu'on a posé le cadre, vous vous demandez peut-être à qui s'adresse cette coalition. Diana l'a rappelé en introduction. Dès février 2027, le DPP batterie va concerner principalement les acteurs qui ont des batteries supérieures à 2 kWh. Donc, très simplement, ça va concerner, on pense tout de suite aux batteries des véhicules électriques. Donc ça, classiquement, voitures, bus, camions utilitaires. Il faut penser aussi aux batteries industrielles, notamment celles qui permettent le stockage stationnaire domestique. Et puis aussi les batteries liées à la mobilité légère. Donc on peut penser aux e-bikes, aux scooters, aux packs amovibles de batterie. Donc ça va concerner l'ensemble de ce type de batterie et l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Xavier l'a bien souligné tout à l'heure, si on veut avoir un DPP efficace, il faut que à chaque étape de la chaîne de valeur, chaque acteur joue son rôle de mettre une donnée correcte et fiable pour assurer le bouclage de boucles et assurer l'ensemble des bénéfices environnementaux et économiques. D'où l'importance de réunir l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, on va retrouver en amont de la chaîne de valeur à la fois les extracteurs, hein, donc aussi bien des acteurs comme Eramet, Imerys qui vont utiliser et extraire la matière nécessaire à la production de cellules. On va retrouver des acteurs qui font les cellules, donc des ACC, des Northvolt en Suède. On a aussi des pure players en France comme Vercor. Et on peut penser à des acteurs chinois comme CATL. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue à Polytech. En effet, aujourd'hui, la Chine, il faut se le dire, a un coût d'avance très large par rapport à l'Europe. Et donc, ça peut être intéressant de voir comment ils avancent aussi sur le sujet. Ensuite, on a ce qu'on appelle toute la partie intégrateur de batterie. Donc, évidemment, on va penser à des SAFT. On a ensuite les OEM, donc les constructeurs automobiles, donc évidemment des Renault, des Stellantis, des Volkswagen. On parlait avec Volkswagen pas plus tard que vendredi dernier. Ensuite, il y a les acteurs des nouveaux usages. D'ailleurs, on peut passer peut-être la slide, comme ça vous voyez produire, repenser l'usage. Et donc là, c'est typiquement les acteurs qui vont penser aux nouveaux usages des batteries. Une fois que la batterie a été utilisée dans les véhicules, elle peut avoir une seconde vie avant même d'être recyclée. Et donc, on a besoin de ces acteurs-là. Et donc, on va retrouver les acteurs du système de stockage stationnaire. Je pense notamment à Tesvolt en Allemagne ou à Voltaire, qui sont encore une fois des acteurs, des pure players qu'on a en France. Comme vous le voyez, je cite des acteurs à la fois en France, mais aussi européens. Parce que Xavier l'a rappelé, en fait, le DPP, si on a une approche purement franco-française, ça ne marchera pas. C'est vraiment une approche européenne qu'on doit avoir et même potentiellement internationale parce qu'il y a des choses qui se passent notamment en Chine et en Asie et on doit pouvoir prévoir tout ça. Et puis sur la fin de vie, on va retrouver évidemment des pure players comme Veolia, mais aussi d'autres acteurs comme Umicore, Snam, Hydrovolt qui ont déjà mis en place des solutions de fin de vie. Donc encore une fois, cette coalition, elle vise à rassembler l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de tailles différentes. Et l'objectif, c'est de sortir du scope français. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous parce que cette première année de coalition, on va le voir, vise à identifier les solutions à mettre en place et ce qui peut être le plus intéressant d'un point de vue opérationnel. Mais ensuite, potentiellement, il va falloir financer le déploiement de solutions si celles-ci n'existent pas. Et à partir du moment où on a une approche européenne sur le DPP, on peut bénéficier de subventions européennes, notamment dans le cadre du programme LIFE, qui sont assez conséquentes. Et donc, ça peut venir accélérer des projets portés par la coalition. Et évidemment, il y a
3 avantages majeurs à fonctionner sous forme de coalition. Il y a évidemment le partage et la mutualisation des expertises. Il y a certaines personnes qui partent de très loin sur le sujet, d'autres personnes qui sont très avancées. Les personnes qui sont très avancées, c'est important de venir dans cette coalition pour pouvoir venir tester et voir si votre modèle est interopérable avec les autres acteurs et puis voir et venir le confronter. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore avancé sur le sujet, ça va vous faire gagner énormément de temps. On le voit dans les coalitions, on gagne généralement 12, 24 mois à travailler ensemble et à plusieurs. Donc, on va tout de suite beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus rapide. De vraies économies de coûts, très concrètement, à la fois sur le partage des coûts liés à la mise en place d'un DPP, potentiellement la mutualisation des coûts, mais aussi tout simplement y voir plus clair sur l'ensemble des solutions. Xavier et Yann parlaient de blockchain, parlaient d'IA. En fait, ce qu'on perçoit aujourd'hui sur le marché, c'est que toutes les porteuses et porteurs de solutions qui sont développées sur la blockchain et sur l'IA qui n'avaient pas trouvé de business model essayent de s'engouffrer pleinement dans le DPP et voient dans ce DPP le moyen de vendre des solutions extrêmement chères. Or, des fois, on a des solutions tout simplement basées sur le cloud qui peuvent être très intéressantes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue partage de la donnée, beaucoup moins impactantes et beaucoup moins chères. Et aujourd'hui, on a du mal à voir le vrai du moins vrai sur ces solutions. Et dans le cadre de cette coalition, on va aider aussi à identifier les bonnes solutions. Et puis finalement, il y a cette partie influence qu'on a vraiment envie de porter avec cette coalition et qui est portée par l'ensemble des coalitions qu'on a avec Circulaire. Effectivement, on pourrait se dire que ça arrive dès février 2027 et que c'est trop tard pour influencer. Pas du tout. Aujourd'hui, la Commission européenne est très à l'écoute de ce qu'on fait dans le cadre des coalitions et veut bénéficier de retours d'expérience pour pouvoir modifier petit à petit aussi le cadrage du DPP et bénéficier de retours d'expérience pour pouvoir identifier quelle est la façon la plus pertinente de mettre en place ce DPP. Donc, c'est tous ces avantages que va venir porter la coalition. Et donc là, j'ai beaucoup parlé de la chaîne de valeur qui va rentrer dans la coalition, les avantages, et maintenant, on va rentrer concrètement dans ce qu'est une coalition et ce que porte une coalition. Donc, si on rentre dans le détail d'une coalition chez Circulaire, et plus particulièrement de la coalition DPP, il y a toujours 3 temps forts. Je reviendrai dans le détail juste après. Tout d'abord, un temps de montée en compétences et en expertise sur la thématique. Donc ici, le DPP, donc à la fois comprendre les enjeux et cartographier l'ensemble des enjeux auxquels les acteurs de la chaîne de valeur concernés par le DPP vont devoir répondre. Ensuite, une fois qu'on a identifié les défis en commun, co-construire les solutions entre acteurs de la chaîne de valeur pour répondre aux défis et se positionner comme pionnier et bien identifier les leviers business économiques liés au DPP. Et puis un troisième temps de formalisation et d'influence à la fois au niveau des autorités publiques françaises, mais aussi européennes, à travers la publication d'un rapport d'influence que vous voyez sur la droite. Et il y a toujours 3 modules dans le cadre d'une coalition. On a toujours des webinaires où là, ça va être assez descendant. On va faire intervenir des expertes et des experts sur le DPP. Il y a déjà plein d'expérimentations qui sont en cours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner pour vous celles et ceux qui sont les plus pointus, des expertises qui ont marché, des expériences qui ont marché, et vous les partagez lors de ces webinaires et de pouvoir d'avoir un temps d'échange et de questions et réponses. Ensuite, des temps d'intelligence collective où là, on se retrouve en physique. Et là, l'idée, c'est vraiment les moments clés de ces coalitions, c'est de partager ensemble, de se retrouver et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concernant le DPP? Où est-ce que ça bloque? Quelles sont les solutions que tu as mises en place? Et en fait, le fait de se retrouver en physique pour échanger sur ces sujets, c'est clé. Et généralement, ça ne se fait pas forcément. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette coalition. Et à la fin de chaque webinaire et de chaque atelier d'intelligence collective, on a un livrable avec un plan d'action clair à mettre en place suite au webinaire et à l'atelier d'intelligence collective. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail de chacun des 3 temps forts de la coalition, le premier temps fort, je le rappelais, c'était comprendre et cartographier les enjeux liés au DPP. Donc, je reviens sur le même fonctionnement, toujours un webinaire pour faire monter en compétences et bien identifier les enjeux avant de se retrouver en physique. Donc là, le premier webinaire sera sur bien comprendre les enjeux, les opportunités qu'on a à travers la législation européenne sur l'éco-conception, le SPR, et puis le DPP et comment on fait le lien entre DPP et ESPR, quels sont les impacts réglementaires et opérationnels pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et puis surtout pour les membres de la coalition. Ensuite, on se retrouvera en physique dans les ateliers d'intelligence collective pour mettre en commun les actions qui ont déjà été menées, les freins qui sont rencontrés par les acteurs de la coalition, pour vraiment identifier ce qui bloque de façon commune sur le DPP à chaque étape de la chaîne de valeur. Et à la fin, on aura un livrable en ayant une cartographie claire des défis prioritaires à relever dans le cadre de la coalition sur la chaîne de valeur pour répondre aux exigences du DPP. Donc ça, c'est le temps 1 de la coalition. Temps 2, on bascule sur la construction des solutions et les bonnes pratiques. On retrouve ce même fonctionnement, un premier webinaire avec des retours d'expérience sur ce qui a été mis en place sur des DPP. On a déjà des expériences assez intéressantes
notamment pour celles et ceux qui suivent un peu les projets CIRPAS au niveau européen. Il y a pas mal de projets qui ont été menés, et donc il y a des bonnes pratiques à prendre, des erreurs à ne pas commettre, et donc on pourra aller s'inspirer de ce qui a été fait, mais aussi d'acteurs et d'actrices qui ont mis en place des solutions sur le DPP batterie. Et d'ailleurs, Xavier et Yann, à travers Écosystème, ont travaillé notamment avec une solution qui s'appelle Ariani. Ce sera intéressant d'avoir aussi ce retour d'expérience qui a déjà été mené. Ensuite, on se retrouve en physique pour construire les solutions pratiques par rapport aux défis qui ont été identifiés en amont. Donc, quels sont les standards de données à utiliser? Quelle est la gouvernance? Le sujet de gouvernance est éminemment stratégique, Xavier l'a rappelé. Comment on met en place cette gouvernance autour du DPP? Quels sont les bons outils à utiliser? Est-ce qu'on va utiliser plutôt de l'IA, de la blockchain, le cloud? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Quelles sont les bonnes pratiques en interne à mettre en place et quelles compétences métiers on doit avoir en interne pour déployer le DPP? Bref, on va construire et itérer sur tout ça. Et ensuite, on aura associé à chaque défi une matrice de solutions que peut mettre en place chaque acteur de la chaîne de valeur à son échelle pour faciliter la mise en place du DPP. Et puis, troisième temps fort, la formalisation des solutions sur lesquelles on veut avancer et les messages d'influence apportés auprès des institutions publiques françaises et européennes. Donc là, dernier webinaire, on arrivera à la fin de l'année 2026 et donc très rapidement rentrera en application le DPP. Donc là, dans ce webinaire, on vous partagera les dernières exigences techniques du DPP qui seront encore discutées courant 2026 pour que vous soyez bien au clair sur ce qui arrive en 2027 déjà à l'avance. Et puis après, on se retrouvera encore une fois en physique pour à la fois définir les messages clés qu'on veut porter dans le rapport d'influence, mais aussi pour prioriser les projets opérationnels s'il y en a qu'on voudrait mettre en place et qui pourraient bénéficier de subventions européennes si on est dans un cadre de collaboration et de coalition à l'échelle européenne avec différents acteurs européens pour bénéficier typiquement de fonds de LIFE ou autres pour mettre en place des solutions. Et à la fin, comme livrable, on a à la fois le rapport d'influence et la roadmap DPP et application du DPP pour chaque acteur présent dans la coalition. Donc ça, c'est aussi un vrai ROI de la coalition. C'est vous rentrez dans cette coalition, à la fin de l'année, vous avez une feuille de route claire sur comment j'utilise le DPP, quels sont les freins que je vais rencontrer, comment je débloque ces freins et quels sont les avantages que je peux tirer de ce DPP. Donc c'est quelque part une préparation sprint à l'application du DPP que vous aurez en 2027. Et je vous parlais de ce fameux rapport d'influence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur côté circulaire. À la fin de chaque année de coalition, on publie un rapport d'influence. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une partie des travaux concernant les membres de la coalition, tout ce qu'on a vu avant, qui va bénéficier uniquement aux membres présents dans la coalition. Mais on va aussi tirer la substantifique moelle de tout ce travail qui a été fait dans la coalition, et notamment des messages d'influence que veulent porter les acteurs de la coalition, qu'on va mettre dans un rapport d'une 20aine de pages, qu'on va produire en différentes langues, français, anglais et autres, pour pouvoir aller remettre ce rapport à la fois aux entités et aux institutions publiques françaises, donc notamment Bercy, le ministère de l'économie et des finances, qui suit nos travaux de près, et puis la délégation de la Commission européenne en France, qui suit de façon très intéressée nos travaux de coalition pour bénéficier de retours d'expérience, et puis aussi d'autres projets européens, notamment C-RISE, qui cherchent à utiliser la donnée de façon optimale pour allonger la durée de vie des produits électroniques. Donc cette coalition, elle vise aussi à faire le pont entre les problématiques rencontrées par les industriels, la réalité de terrain, et puis les institutions publiques qui posent le cadre et la norme, mais qui ont vraiment besoin de bénéficier de ce terrain pour le cadre normatif dans les industriels. Merci Raphaël. Je passe la parole à Sixtine. Oui, merci beaucoup. Donc rapidement, l'idée de cette coalition, c'est donc de rythmer toute l'année avec ces différents modules que Raphaël vous a présentés, les ateliers, les webinaires, la livraison et la co-construction avant la livraison déjà des différents livrables. L'idée, ce serait de commencer donc début 2026, en janvier ou en février, donc courant de l'année, avancer sur ces différents modules et dès le dernier trimestre de l'année 2026, pouvoir commencer à lancer des initiatives, des expérimentations sur le DPP batterie, puisque on va assez vite arriver aussi sur des échéances réglementaires, avec un objectif aussi de publication en externe donc du rapport d'influence et d'action début 2027, puisque du coup
toute la partie de gauche et les livrables de gauche sont destinés uniquement à vos entreprises, celles qui seront membres de la coalition. Et le rapport d'influence et d'action, évidemment, aura vocation à être porté à l'externe, mais nécessitera pour ça d'être évidemment validé par vous en interne sur les différents éléments de langage et recommandations qui seront prônés pour l'externe. Rapidement sur notre expertise en coalition circulaire. Donc, Raphaël vous en parlait. Depuis 2018, on a lancé une douzaine de coalitions. Donc, on a une méthodologie et des ways of working éprouvés, avec donc évidemment en chapeau de tout ça l'expertise circularité. Et après, pour détailler un tout petit peu, on a une grande capacité de fédérer des acteurs qui parfois sont concurrents, parfois sont des acteurs d'une même chaîne de valeur. En tout cas, ils ont des intérêts peut-être différents sur certains sujets, des intérêts communs sur d'autres, et on arrive à les aligner sur cet intérêt commun pour créer un mode projet qui a du sens, une vision commune, des objectifs communs, et qui donc avance pour remplir ces objectifs. On pilote des projets donc écosystémiques, puisque généralement il y a les membres de la coalition, mais également des membres experts, éventuellement des fédérations, des soutiens, des différentes structures aussi publiques ou parapubliques, et évidemment les prestataires et différents intervenants de la coalition. Intelligence collective, animation, facilitation d'ateliers, donc en présentiel, et Raphaël vous en parlait, ça nous semble être absolument majeur dans la bonne tenue d'une coalition, d'avoir ces moments où on se retrouve, les hommes et les femmes qui composent la coalition, et pas uniquement les entreprises qui vont vraiment se retrouver et créer ce cadre de confiance pour avoir des échanges et sereins, et puis agir ensemble. On mobilise les bons experts, on vous en a parlé, évidemment la production des différents livrables qu'on vous a présentés, et le volet communication et influence, dont Raphaël vient de vous parler aussi. Le dernier point en jaune qui est très important, et presque le plus important sur cette slide, c'est qu'on est le tiers de confiance qui vous donne le cadre pour avoir des échanges sereins, y compris au niveau juridique, en termes de respect du droit de la concurrence, de partage d'informations, de confidentialité, de propriété intellectuelle, etc. Donc ça, on a des modèles de contrat qui vous sont transmis en temps et en heure pour pouvoir assurer ces échanges dans un cadre serein et conforme. Pour finir, avant de vous donner la parole avec les questions que vous avez probablement, les modalités d'adhésion à la coalition, donc on va pouvoir en reparler avec vous dès que vous le souhaitez. Vous verrez, on a un petit QR code que vous pourrez flasher juste après. Donc, on a une cotisation pour les entreprises de base de 30 000 € hors taxe, avec un tarif préférentiel pour les entreprises qui sont membres du club circulaire, les entreprises qui sont adhérents aussi d'écosystème. Et à prévoir, au-delà de cet investissement financier, il y a aussi un investissement évidemment en ressources humaines, puisque donc il y a les différents ateliers webinaires. On a chiffré à environ 6 jours sur ces 9-12 mois de coalition, avec une demi-journée d'un sponsor, et c'est très important évidemment que la coalition soit portée à un niveau stratégique. C'est très important aussi de se dégager un nombre de jours par un chef de projet ou une chef de projet qui sera présente vraiment tout du long de la coalition, environ 4 jours, donc, dont les après-midi en présentiel pour les ateliers. Et cette ou ce chef de projet sera aussi en charge de coordonner avec les différents experts internes, notamment pour la relecture du livrable final, ou pour les faire participer aussi à certains webinaires, puisque les webinaires sont ouverts à tous ceux que vous souhaitez en interne. Voilà pour les modalités. On va vous proposer de prendre vos questions qui ont probablement été listées sur le chat jusqu'à maintenant. Et vous avez ce QR code que vous pouvez flasher, ou le lien qui va être partagé par Sarah dans le chat, si vous souhaitez qu'on parle de la coalition Vous et Nous. Et donc pour les questions, on vous remet cette slide qui résume, synthétise l'ensemble de ce qu'on s'est dit les 45 dernières minutes. Merci, beaucoup, Sixtine. Et merci à toutes et tous pour vos témoignages. Donc, nous avons une question dans le chat. N'hésitez pas à les poser pendant qu'on y répond d'ailleurs, parce qu'on n'a qu'une question à ce stade, qui est une question de Félix qui nous demande
Est-ce que la coalition est ouverte aux entreprises qui ne sont pas productrices de batteries? Donc, peut-être qu'on peut refaire un point sur qui est concerné par cette coalition. Alors, si ça vous va, je peux commencer à y... Merci déjà, Félix, d'avoir joué le jeu et posé la question en commentaire. Ça ne... En gros, ça concerne l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, vous allez retrouver à la fois les producteurs de batteries, les intégrateurs de batteries, les utilisateurs de batteries, donc qui ne sont pas les producteurs, mais qui sont les utilisateurs de batteries. Donc là, on peut penser à des acteurs comme Keolis, La Poste, qui vont utiliser la batterie, et eux sont extrêmement intéressants parce qu'ils exploitent les données d'usage pour la maintenance et le reporting. Et on ne pense pas forcément à ce type d'acteurs, or, c'est des acteurs de la chaîne de valeur. On va penser aussi aux acteurs de la seconde vie de la batterie, à la fois ceux qui ont le système de stockage des batteries qui ne sont plus utilisées dans les véhicules, mais aussi ceux qui redonnent une nouvelle vie, une seconde vie aux batteries. Donc, ça peut être des acteurs qui prolongent la valeur. On a parlé de Voltaire, de batteries, et ça peut être d'autres acteurs de ce type-là. Et puis, on a les acteurs classiques de la fin de vie, Veolia, Umicore, Hydrovolt en Norvège et autres. Donc, en fait, à partir du moment où vous mettez la main sur la batterie, où vous touchez la batterie, vous faites partie de la chaîne de valeur des batteries. Et c'est aussi bien les batteries des véhicules que les batteries industrielles supérieures à 2 kWh. Donc, encore une fois, cette coalition, elle sera d'autant plus pertinente qu'on a l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui vont suivre et qui vont faire partie d'un moment du cycle de vie de la batterie présent. Enfin, c'est important qu'on ait l'ensemble des acteurs qui seront sur ce cycle de vie batterie présent dans la coalition. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Félix. Et autre information aussi, on va à la fois avoir des grandes entreprises présentes dans cette coalition, mais c'est important pour nous aussi d'avoir certaines et certains pure players, potentiellement de plus petite taille, beaucoup plus agiles, et qui ont potentiellement des solutions extrêmement pertinentes qui peuvent être apportées à cette coalition. Félix, Merci beaucoup. c'est pas Si je peux rajouter un point, Raphaël, pour compléter ta réponse. Oui, effectivement, il faut d'ailleurs qu'il y ait que tous les acteurs, hein, donc pas que forcément les producteurs, dans l'initiative DPP pour les équipements électriques et électroniques, bon, qui est proche, hein, finalement, de la démarche qu'on va faire, qu'on va travailler ensemble. On a autour de la table des fabricants, des distributeurs, on a des réparateurs, on a aussi des gens du réemploi et, in fine, des recycleurs. Donc, et c'est ça, encore une fois, j'insiste peut-être lourdement, c'est le fait d'avoir tous les acteurs de la chaîne de acteurs qui vont permettre d'enrichir ce DPP et qui va donner de la valeur à un outil qui va, vous allez voir, donne des possibilités de business extrêmement intéressantes et de valorisation du produit ou de réutilisation du produit, de réparation du produit. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Donc, la personne qui a posé cette question, la réponse est ah oui, absolument. Merci Xavier et Raphaël. On a une autre question de Ricardo qui nous demande, en lien avec ce que tu expliquais tout à l'heure, Xavier, sur l'avancée du marché chinois, avez-vous l'intention d'impliquer également des parties prenantes chinoises compte tenu de leur importance sur le marché? Xavier, est-ce que tu veux que je prenne la main? Est-ce que tu veux dire un petit mot là-dessus? Vas-y. C'est une excellente question et ça a été un des sujets. On a annoncé le lancement de cette coalition avec l'écosystème au salon Polytech à Lyon et on avait notamment une des directrices de batterie qui vient d'installer la plus grosse usine de recyclage et de pré-traitement des batteries en fin de vie à Arras en France. Et son message était assez clair. Encore une fois, la Chine a vraiment un grand temps d'avance sur nous en termes de fin de vie des batteries, en termes de batteries électriques. Et donc, des acteurs comme CATL sont vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça va être décidé de façon assez pragmatique avec l'ensemble des membres de la coalition. Notre priorité, c'est d'abord de rassembler les acteurs européens liés qui vont être tout à fait assujettis au DPP en premier. Et je pense que la question va très vite se poser et qu'il faudra qu'on ait cette question-là. On n'est, je pense, pas fermé à cette discussion. Xavier, je te laisse aussi dire ce mot. Je pense qu'il faut réfléchir en bonne intelligence. Et si avoir un acteur comme ça peut nous permettre de gagner beaucoup de temps,
la question est vraiment à se poser. Donc, Ricardo, merci de poser cette question qui est une vraie interrogation pour la coalition. Xavier, je te laisse compléter avec le point de vue écosystème. Oui, bah, en fait, je pense que tu as dit le principal. On peut pas les ignorer, évidemment, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Pour autant, ça ne vous a pas échappé que toute cette démarche, qui est une démarche européenne aussi, autour du CRM Act, le Critical Raw Material Act, qui a pour objectif de sécuriser autant que possible les métaux critiques en Europe, pour les garder et justement pour essayer d'aider les entreprises à récupérer des métaux. Donc, c'est quand même de garder ces métaux. Mais comme tu le disais, Raphaël, on ne peut pas les ignorer. Il faut travailler en bonne intelligence. Il faut trouver cette bonne distance entre comprendre ce qu'ils font, impliquer certains acteurs ouverts, je dirais, à une démarche de partage et de compréhension. Mais c'est quelque chose qu'on devra discuter certainement et de voir avec quel acteur et peser un peu le pour et le contre de ça. Mais on ne peut pas les ignorer dans cette démarche puisqu'ils sont omniprésents à ce jour. Merci Xavier. On a une autre question de Mélanie qui nous dit, donc merci pour cette superbe initiative. Comment allez-vous vous assurer que le pont sera fait ou en tout cas que ces travaux viendront compléter ceux d'autres coalitions du type Global Battery Alliance ou Battery Pass? Alors, c'est tout le point qu'on a juste touché sur les travaux européens. La réglementation est encore en train de se fixer, donc il y a un vrai enjeu effectivement de rester au contact de ce qui se passe. Ce contact, on l'a en fait de par nos réseaux, de par nos relations en tant qu'éco-organisme. On est très au fait de ce qui se passe à Bruxelles. On a été présenté notre initiative sur les E à la Commission européenne. Donc, on a ce réseau qui est plus développé, on va dire, sur les EE que sur les batteries aujourd'hui, puisqu'on ne s'occupe des batteries que depuis quelques semaines, mois, mais on va l'activer et on vous en fera bénéficier, parce qu'effectivement, c'est un point extrêmement important de pas avoir cette démarche franco-française. Il faut qu'on soit absolument au contact de ce qui se passe à Bruxelles et en Europe d'une façon générale, en partageant clairement nos pensées, nos opinions, l'initiative qu'on va lancer, parce que tout ce qu'on fait là, c'est bien que, in fine, fin 2026, vous soyez en capacité de lancer dans vos entreprises et pourquoi pas au niveau français un DPP batterie. Donc tout ça, c'est pour du concret, c'est pas juste pour se faire plaisir. Donc il y a évidemment une volonté de notre part très forte d'être en relation avec ces projets européens, mais on a les clés d'entrée de ces projets. On fera bénéficier. Merci Xavier. Une autre question de Christophe qui nous demande si... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je t'en prie. Juste pour compléter la réponse de Xavier, typiquement, les webinaires qu'on a sont présents pour faire remonter les REX, typiquement de la Global Battery Alliance, de CIRPAS, et peut-être pour rentrer très concrètement dans le vif du sujet et répondre directement à la question qui a été posée. Par rapport à la Global Battery Alliance, on va retrouver une myriade de solutions qui se posent comme porteurs de solutions DPP. Donc, c'est extrêmement intéressant et ce sera très intéressant de les faire intervenir dans le cadre de la coalition. La coalition, son objectif, c'est vraiment de vous permettre d'y voir plus clair sur, parmi toutes ces solutions qui sont présentes dans la Global Battery Alliance, quelles sont les solutions avec lesquelles fonctionner. Donc, encore une fois, il faut voir le Global Battery Alliance comme à la fois un groupe de discussion et de REX extrêmement intéressant et un écosystème de solutions dans lequel on pourra venir piocher. Et nous, l'idée de cette coalition, c'est de vraiment agir comme boussole et de permettre de sélectionner les bonnes solutions. Et ensuite, là, ce qui est extrêmement intéressant et la vraie complémentarité qu'on peut voir aussi, c'est avec les projets CIRPAS qui sont sur la batterie. CIRPAS, il faut le voir comme le cadre commun européen et il faut voir la coalition DPP batterie comme le mode d'emploi opérationnel pour les industriels sur le déploiement du DPP. Donc, encore une fois, c'est vraiment très complémentaire et on va venir de s'enrichir de ce qui est fait. Mais dans le cadre de la coalition, il y a vraiment traduire le cadre européen dans un langage qui répond aux besoins concrets de la filière batterie, identifier vraiment les défis opérationnels de chaque acteur de la valeur
de chaque acteur de la valeur de la filière batterie et y répondre, et puis avoir cette roadmap DPP par acteur des coalitions qu'on ne retrouve pas dans CIRPAS ou la Global Battery Alliance. Donc voilà, pour finir, c'est vraiment montrer la complémentarité à la fois de la Global Battery Alliance, de CIRPAS et aussi de cette coalition. Excuse-moi Sarah, je te repasse la parole. Moi, je t'en prie, merci Raphaël. On a une autre question de Christophe qui demande si on peut avoir un rapide retour d'expérience de l'expérience justement DPP pour les D3E. À qui est-ce que cela sert et quels en sont les risques et les opportunités? Alors là, il me faudrait un petit peu plus que 3 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est quelque chose qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec différents acteurs. Alors on a dû pour l'instant créer plusieurs milliers de DPP. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les a créés à toutes les chaînes, à tout niveau de la chaîne de valeur. On les a créés dans des usines en Chine, plusieurs usines en Chine, en distribution en France, des produits qui ont été importés, au niveau des réparateurs, au niveau des gens qui réemploient, comme l'ESS notamment, etc. Donc on a pratiquement fait toute la échelle, on va passer en centaines de milliers de DPP et je pense que d'ici 1 an, on sera à plusieurs millions. Donc on a une vraie expertise, on s'est adossé avec une société qui s'appelle Ariani qui nous fournit toute la partie infra et puis intelligence aussi avec la blockchain. Donc ça va très vite. Un acteur comme un acteur de réemploi qui s'appelle Envie, qui est un acteur de l'ESS, ils sont rentrés dans l'initiative 3 mois après, ils avaient créé leur premier DPP. Voilà, donc ça peut aller très vite et c'est ça la force du collectif aussi, c'est que on va pouvoir vous faire bénéficier déjà d'une expérience très des problèmes, le sticker, parce qu'on le met, le QR code, etc. On a un acteur de qualité avec GS1 qui est très au fait de la partie réglementation. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour avancer vite. Après, les difficultés, il y en a, ce sont des difficultés. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant de s'y prendre un peu plus tôt, parce que certains pourraient dire, mais on a le temps, il faut attendre. Non, il ne faut pas attendre. Il y a un vrai sujet de process dans vos entreprises, hein. Suivant la chaîne de valeur où vous êtes, est-ce que vous êtes producteur, est-ce que vous êtes distributeur ou quelqu'un qui va réemployer? C'est l'accès à l'information, c'est où est-ce que je vais chercher cette information, comment je la mets à disposition et quelle information le DPP va me permettre d'avoir que je n'avais pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de points positifs. Je suis personnellement convaincu d'une grande richesse dans cet outil parce que tous les acteurs, j'entendais bien, tous les acteurs de la chaîne valeur ont un intérêt, un gain à utiliser ou voir les informations qui sont dans le DPP. Voilà. Et ce sont souvent des informations qu'ils n'ont pas. Je pense notamment aux fabricants qui aujourd'hui vendent des produits comme ça un peu à la chaîne. Et qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la durée de vie réelle des produits? Ils ne le savent pas. Avec le DPP, ils vont le découvrir, ils commencent à le découvrir. Quels sont les types d'erreurs, de dysfonctionnement, etc. Toutes ces informations ont beaucoup de valeur dans un monde où on parle d'éco-conception, on parle d'allongement de la durée de vie. Ce sont des informations clés. Et si on n'a pas ces informations, évidemment, cette circularité devient beaucoup plus compliquée. Donc voilà, je vais m'arrêter. Tous les acteurs de la chaîne de valeur ont un intérêt. On le détaillera ensemble, en tout cas, pour vous faire bénéficier de ce qu'on fait sur la partie EEE. Merci Xavier. Diana, tu voulais compléter peut-être? Oui, alors je voulais juste faire un point d'attention parce que tout ce qu'on parle aujourd'hui d'anticiper le DPP réglementaire de demain, c'est des initiatives qui visent vraiment à faire des tests pour apprendre et pour mieux mettre en place cette DPP qui sera exigée une fois que la réglementation sera suffisamment stabilisée, les actes délégués publiés et la réglementation rentrera en vigueur. Donc, le point d'attention, c'est que même dans l'initiative sur les 3E, on est encore sur l'expérimentation. Le DPP, c'est les DPP qui est produit, c'est un DPP-like
par rapport à la Commission européenne et à la demande de la réglementation. L'information est tout à fait fiable, mais aujourd'hui, il pourra avoir des informations qui sont restituées que demain ne seront pas choisies par la Commission. Donc, c'est juste le point d'attention. On est sur une démarche de DPP-like ou DPP ready, en attendant que tout se mette en place dans les prochaines années et mois. Merci Diana. Je crois que Xavier, tu voulais ajouter quelque chose. Juste pour compléter, tu as raison, Diana. C'est vrai, on est très enthousiaste sur ce DPP et on va vite. Et d'ailleurs, la Commission européenne, enfin, un des acteurs, un des pairs du DPP, a dit mais ne nous attendez pas, avancez, foncez. Il y a de la valeur à aller chercher. Donc, oui, tu as raison. C'est vrai qu'on anticipe. Donc, on peut mettre des choses qui ne seront pas forcément obligatoires, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ce que disait aussi cet acteur de la Commission européenne en disant, vous pouvez en mettre plus que ce qu'on vous demandera. C'est un outil de valeur. À vous d'aller chercher, de comprendre la valeur de cet outil. Et donc, rien ne vous empêche de mettre plus d'informations si toute la chaîne de valeur est d'accord, eh bien, allez-y, n'hésitez pas à le faire. Et puis, d'autre chose, c'est que dans ce DPP, on peut mettre de l'information publique que tout le monde voit, et on en reparlera, mais également, pourquoi pas, pour votre organisation, des informations qui resteront privées, qui seront utilisées par vos acteurs, vos réparateurs, vos commerciaux ou autres, qui pourraient être... Et ça, on sait très bien gérer ça. De quoi l'acteur avec qui on travaille, Ariani, est tout à fait capable d'adresser des données qui sont visibles ou pas, suivant certains profils. Mais rentrons pas trop dans les détails. Mais oui, on anticipe la réglementation, mais je peux vous assurer, il y a plus de risques à attendre trop longtemps que d'anticiper quelque chose et quitte à rectifier quelques adaptations informatiquement dans quelques mois. Parfait. C'est faire de la donnée une stratégie de circularité. Exactement. Merci à tous les deux. Il nous reste 2 minutes. On avait une question de Christian qui nous demande, on a évoqué l'utilisation de la blockchain. Quelle est la réception des acteurs à une telle solution? Et je pose la deuxième, comme ça on pourra les adresser les deux. Est-ce que la coalition abordera le sujet des DPP pour d'autres types de produits, comme le fer et l'acier, qui sera aussi en 2027, ou uniquement les batteries? Je peux répondre, dire 2 mots sur la partie blockchain. Alors, je ne suis pas sûr de forcément bien comprendre sur la notion de réception. C'est totalement transparent, en fait. La blockchain est un outil. Pour l'utilisateur, c'est absolument transparent. Lorsque c'est un QR code, l'information que vous lisez, qu'elle soit sur la blockchain ou sur un serveur X ou Y, ça voilà, il n'y a pas d'impact. Après, l'impact de la blockchain, on peut peut-être plus la voir sur l'impact environnemental, et c'est quelque chose qu'on abordera aussi, qu'on discutera rapidement, c'est quels sont les impacts environnementaux. Mais je peux vous assurer, c'est tout à fait indolore. Sur l'utilisation, en tout cas, sur la partie blockchain ou autre. Voilà. Et la blockchain est un outil assez formidable pour ça, on en reparlera aussi le moment venu. Sur la partie, Raphaël, sur la deuxième question, je te laisse répondre sur la partie acier ou métaux. Oui, avec plaisir. Pour rebondir sur la première question très rapidement, dans les premières interviews qu'on a fait côté circulaire, la blockchain, on voit à la fois l'utilité comme moyen de créer de la confiance et de la transparence sur la donnée. Par contre, comme l'a évoqué Xavier, il y a quand même certains enjeux liés au coût du déploiement de solutions blockchain, à la consommation énergétique de la blockchain, à l'intégration avec des systèmes existants qui peut être complexes, et puis aussi au sujet de gouvernance qu'il y a derrière cette blockchain. Donc, encore une fois, le rôle dans la coalition, ça va être de venir tester ces différentes solutions, de les comparer, de les documenter pour vous permettre vraiment de faire le meilleur choix. Et ensuite, sur la deuxième question, pour l'instant, le focus est vraiment fait sur la batterie. Donc, dans les batteries, vous allez retrouver les matériaux que je ne sais plus qui a posé cette question, mais vous allez retrouver, je crois que c'est... Bref, pour celle ou celui qui a posé la question, pour les matériaux que vous avez évoqués, on va les retrouver dans la batterie. Mais là, pour l'instant, on fait vraiment un focus sur le secteur de la batterie.
Et ensuite, effectivement, le DPP va se déployer à différents autres types de produits, les produits électriques, électroniques, les textiles, mais ce sera d'autres verticales. Donc là, vraiment, le focus premier est bien sur la batterie. Donc, si vos matériaux concernent la batterie, alors ça peut être intéressant. Si vraiment c'est uniquement sur ces matériaux-là et les DPP liés, enfin le DPP lié à purement ces matériaux sans approche batterie, je pense que c'est pas forcément la meilleure coalition pour adresser ce sujet. Et peut-être un mot de la fin parce que je vois qu'on arrive à échéance. Un merci à toutes et à tous. Et moi, si je devais juste partager une phrase qui résume aussi ce qu'a dit Xavier et Diana, je pense que rejoindre la coalition, c'est vraiment de passer du statut de spectateur à ce qui se passe sur le DPP au statut d'acteur. C'est vraiment ce passage à l'action et être proactif par rapport au DPP plutôt que regarder ce qui se passe. C'est vraiment ça qu'il faut retenir si la coalition vous intéresse. Voilà, et je te repasse la parole, Sarah, pour conclure. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci à nos différents intervenants. Comme indiqué en introduction, le webinaire sera disponible en replay. Nous vous ferons parvenir le lien dès demain. J'ai mis également dans le chat le lien avec toutes les informations concernant la coalition. Il sera aussi dans le mail que vous recevrez demain avec le lien du replay. Et bien, merci encore à toutes et à tous. Très, très bonne journée et à bientôt.